Si vous aviez une compétition pour classer les choses les plus stupides que l'humanité ait jamais faites, un sérieux prétendant au titre devrait être la Première Guerre mondiale. Pour moi, peu d'événements dans l'histoire sont aussi déprimants que le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas seulement pour le nombre insensé de corps de la guerre, mais aussi pour l'absurdité totale de cela. Parfois, il faut juste se demander pourquoi diable se battaient-ils tous ? En 1914, l'Europe avait été relativement paisible pendant un siècle et était au centre absolu du monde. C'est l'endroit le plus riche et le plus prospère de la Terre, stimulant l'innovation et inventant de nouvelles technologies étonnantes. Ensuite, sans raison aucune, l'Europe a décidé qu'elle allait se déchirer. Il a décidé de détruire ce qu'il avait passé tant de temps à construire. Alors que l'éclatement de la guerre était tragique, c'était aussi beaucoup d'autres choses. C'était compliqué, improbable et franchement bizarre. Comment un acte de terrorisme commis par un nationaliste serbe en Bosnie-Herzégovine se termine-t-il par l'invasion de la Pologne en Allemagne ? Par exemple, lorsque l'ambassadeur allemand a remis la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie, on sait qu'il s'est effectivement mis à pleurer. Par ailleurs, nous savons également que le Premier ministre britannique a également pleuré la veille de la guerre. Les séquences d'événements extrêmement étranges qui a conduit à la Première Guerre mondiale occupent les historiens depuis avant même la fin de la guerre. De plus, le sujet d'un débat houleux est de savoir exactement qui était responsable, et c'est cette question que je veux aborder dans cette vidéo. Il va sans dire qu'il n'est pas possible de dire quelque chose de définitif sur la question. Les historiens qui ont passé des années à l'étudier ne sont pas d'accord. Ce que nous pouvons faire, c'est de raconter certaines des principales actions des différentes nations avant la guerre et essayer de juger si elles étaient, dans l'ensemble, escalatoires ou désescalatoires. Cependant, avant de pouvoir commencer cela, nous avons besoin d'un aperçu extrêmement bref des événements qui ont conduit à la Première Guerre mondiale, ce qui serait connu sous le nom de la crise de juillet. En juin 1914, l'Europe était en paix et la guerre ne semblait pas être à l'horizon. Il y avait, bien sûr, des tensions entre divers pays. Particulièrement intenses étaient celles entre l'Autriche et la Serbie qui avaient des revendications conflictuelles sur les terres dans les Balkans. La Serbie avait un fort mouvement nationaliste qui souhaitait voir une Serbie plus grande et plus imposante, incluant tous les Serbes ethniques de la région. L'Empire austro-hongrois était maintenant très faible et, franchement, se retenait à peine de l'Allemagne. Beaucoup de personnes pensaient qu'il pourrait se briser à tout moment et si cela se produisait, la Serbie voulait être en mesure de prendre autant de territoire que possible. La Serbie était particulièrement agacée par quelque chose que l'Autriche avait fait 6 ans plus tôt. L'Autriche administrait le territoire de la Bosnie qui, sur le papier, faisait partie de l'Empire ottoman incroyablement faible. En 1908, le monde a été choqué lorsque l'Autriche-Hongrie a annexé la Bosnie, l'incorporant dans leur empire. La Serbie était indignée par cela et certains nationalistes serbes ont même appelé à la guerre. Les tensions persistaient mais l'Europe tenait bon. Puis vint l'assassinat, le 28 juin 1914 en Bosnie, d'un nationaliste serbe qui a assassiné l'héritier de l'Empire austro-hongrois. C'était absolument énorme. Peut-être qu'un équivalent moderne serait quelque chose comme le 11 septembre. L'Autriche a bien sûr été indignée par l'assassinat de leur héritier, mais il ne savait pas comment réagir. Devait-il aller en guerre contre la Serbie ? Sinon, que devait-il faire ? L'Allemagne était alliée avec l'Autriche et lui a promis de la soutenir quoi qu'il choisisse de faire. Pendant ce temps, la Russie était liée à la Serbie et avait promis de défendre la Serbie en cas de guerre avec l'Autriche. Finalement, l'Autriche a décidé qu'elle enverrait à la Serbie un ultimatum. La Serbie doit accepter diverses demandes humiliantes, soit l'Autriche envahirait. Le 23 juillet, presque 4 semaines après l'assassinat, l'ultimatum a été envoyé. Les Serbes ont accepté certaines conditions, mais pas toutes. Et 5 jours plus tard, l'Autriche a déclaré la guerre. Le lendemain, il avait commencé à bombarder la capitale serbe. En même temps, la Russie craignait une attaque à la fois de l'Autriche et de l'Allemagne, et avait préparé son armée. Ce processus, connu sous le nom de la mobilisation, a été extrêmement provoquant pour l'Allemagne. Craignant une attaque russe, l'Allemagne a publié son propre ultimatum exigeant que la Russie cesse de se mobiliser. La Russie a refusé et donc l'Allemagne a déclaré la guerre. Avec la Russie et l'Allemagne en guerre, une autre grande puissance a été entraînée dans le conflit. La France. La France était alliée à la Russie et a donc également dû déclarer la guerre à l'Allemagne. Menacée de part et d'autre, elle décida d'attaquer la France, espérant une victoire rapide qui lui permettrait de détourner ses forces militaires vers la Russie. Attaquer la France nécessitait de passer par la Belgique neutre, ce qui a provoqué la réaction de la Grande-Bretagne.
Après l'avancée des troupes allemandes en Belgique, la Grande-Bretagne déclara la guerre. C'est donc un tour d'horizon rapide des événements qui ont mené à la guerre. Maintenant, nous pouvons examiner ce que chaque pays a contribué à cette escalade stupéfiante. D'un conflit local et circonscrit à la plus horrible guerre que le monde n'ait jamais connue. Nous allons commencer par la Serbie. La principale culpabilité de la Serbie dans la Première Guerre mondiale réside bien sûr dans son rôle dans l'assassinat de François Ferdinand. Il est extrêmement difficile de déterminer exactement dans quelle mesure l'État serbe était impliqué dans l'assassinat. Il est presque certainement pas le cas que le peuple serbe ou le Premier ministre lui-même ait ordonné l'assassinat. Cependant, certains membres de l'État serbe, en particulier l'armée, étaient impliqués. Étant donné que tout a été fait en secret, il est impossible de déterminer exactement qui savait quoi sur le complot d'assassinat. L'assassinat a été réalisé avec l'aide d'un mouvement connu sous le nom de la Main Noire, et l'État serbe entretenait effectivement des liens avec elle. Aussi connu sous le nom d'unification ou de mort, le mouvement a été formé pour unir tous les territoires avec des populations slaves ethniques en une seule nation. Tout comme l'Allemagne et l'Italie venaient d'être unifiées aux États-Unis, la Main Noire espérait faire quelque chose de similaire avec les Slaves du Sud, pour créer quelque chose de similaire à la Yougoslavie. Un des plus grands obstacles à ce projet était l'Empire autrichien, d'où les tensions si élevées. La relation entre la Main Noire et l'État serbe était très complexe et opaque. L'armée serbe comportait des officiels de haut rang fortement impliqués dans la Main Noire et probablement impliqués dans l'assassinat. La Main Noire était en fait impliquée dans la montée au pouvoir du roi 11 ans plus tôt et avait encore un contrôle significatif sur la famille royale. Par exemple, un membre de la Main Noire était le tuteur du prince serbe. Étant donné que l'armée serbe était particulièrement liée à la Main Noire, il est probable que les armes utilisées dans l'assassinat provenaient de l'armée serbe, et ils ont certainement été fabriqués en Serbie. En raison de cette relation complexe et opaque entre la Main Noire et l'assassinat, il était et reste difficile à expliquer. Il est difficile de juger si l'assassinat doit être considéré comme un acte d'agression étatique ou non. Inutile de dire que l'assassinat de l'héritier autrichien a été extrêmement provocateur pour l'Autriche, sachant que celle-ci savait que les mains de la Serbie n'étaient pas entièrement propres. Le gouverneur serbe lui-même a offert la réponse formelle habituelle, expliquant sa sympathie pour l'assassinat. Cependant, le public serbe était ravi, voire euphorique, et il y avait des manifestations publiques de célébration. Ils ont attisé les flammes, louant les assassins et accusant les Autrichiens de mentir. Les titres serbes les plus inflammatoires et insultants ont ensuite été rapportés par la presse autrichienne, et bien sûr ont provoqué une énorme colère. Le Premier ministre serbe lui-même a également dit diverses choses incendiaires. Le lendemain de l'assassinat, il a déclaré que si l'Autriche exploitait l'assassinat, la Serbie n'hésiterait pas à se défendre. Peut-être encore plus infammatoire que cela, fut l'échec de la Serbie à enquêter pleinement sur l'assassinat. De nombreuses personnes de différentes nations ont convenu qu'une enquête approfondie devrait avoir lieu, du Times de Londres au roi Carol de Roumanie. À la fin, ce n'était pas le cas, et les autorités serbes n'ont jamais mené une enquête appropriée à l'importance de cet assassinat. Une enquête a été ouverte et, une semaine plus tard, elle a été close, avec la conclusion que les assassins n'avaient rien à voir avec la Serbie. Pour l'Autriche, il ne s'agissait essentiellement que d'une gifle au visage. Potentiellement, les Serbes étaient si réticents à mener l'enquête précisément parce qu'elle aurait révélé des liens avec l'élite serbe. Bien sûr, ce qui s'est finalement produit, c'est que l'Autriche a envoyé à la Serbie l'ultimatum, ce qui soulève ensuite la question de savoir comment la réponse de la Serbie devrait être jugée. Il y a un débat sur la conciliation exacte de la réponse serbe. Certains historiens la voient comme donnant à l'Autriche presque tout ce qu'il voulait. D'autres le considèrent principalement comme un rejet des demandes autrichiennes. Selon l'historien Christopher Clark, c'était un rejet très parfumé sur la plupart des points. Plusieurs personnes de l'époque ont considéré la réponse serbe comme conciliante. Le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères a déclaré que la Serbie avait donné satisfaction dans une mesure qu'il n'aurait jamais cru possible. L'empereur Guillaume a dit célèbrement « Toute raison de guerre a maintenant été éliminée ». Dans l'ensemble, les Serbes étaient clairement enclins à la guerre, du moins avec l'Autriche. En même temps qu'ils donnaient leur réponse à l'ultimatum, ils ont ordonné une mobilisation générale de leur armée. L'ouverture serbe à la guerre est claire selon ce qui a été dit fin juillet, alors que la guerre était sur le point d'éclater. L'ambassadeur serbe en Russie était en fait ravi de livrer une nouvelle selon laquelle la Russie mobilisait 1,7 million d'hommes. Il a dit « À mon avis, cela nous offre une magnifique opportunité d'utiliser cet événement de manière judicieuse et d'atteindre la pleine unification des Serbes. Il est donc souhaitable que l'Autriche-Hongrie nous attaque. »
Dans l'ensemble, les actions de la Serbie étaient extrêmement inflammatoires et rendaient très difficile pour l'Autriche de ne pas répondre militairement. Cela nous amène ensuite au prochain pays à considérer, l'Autriche. Évaluer la culpabilité de l'Autriche pour la Première Guerre mondiale repose en grande partie sur une énorme question. Quelle aurait été une réponse raisonnable de l'Autriche à l'assassinat de François Ferdinand ? On doit se souvenir à quel point l'assassinat était important. Franz Ferdinand serait très bientôt devenu empereur de l'Empire austro-hongrois. À l'époque, la royauté était perçue comme plus que des personnes. Ils étaient l'incarnation vivante de l'État, le drapeau, en chair et en os. Pour les Autrichiens, l'attaque contre leur royauté était une attaque personnelle contre eux. Combinez cela avec la manière provocante dont la Serbie s'est comportée après l'assassinat, et vous pourrez comprendre pourquoi les Autrichiens étaient indignés de rage. Je trouve très difficile de décider ce que je pense aurait été une réponse raisonnable de l'Autriche. D'un côté, s'attendre à ce que l'Autriche ne fasse rien ne semble pas raisonnable. Mais alors, ni une invasion totale, ni une occupation. Qu'est-ce que pourraient dire les membres du gouvernement autrichien après l'assassinat ? Ils étaient presque entièrement en faveur de la guerre avec la Serbie. Le chef d'état-major de l'armée a dit célèbrement « Si vous avez un serpent venimeux à vos talons, vous écrasez sa tête, vous n'attendez pas qu'il monte. » Le ministre de la guerre a déclaré « La guerre est le seul moyen de sortir de l'impasse actuelle. » L'ambassadeur allemand à Vienne a rapporté que presque tout le monde à qui il a parlé voulait, selon ses mots, un règlement complet des comptes avec la Serbie. Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Leopold Burch, avait déclaré qu'il avait été relativement anti-guerre avec la Serbie lors des crises précédentes. Maintenant, après l'assassinat, tout a changé et il considérait la guerre comme la seule option. Selon lui, la politique de patience de l'Autriche a épuisé sa plausibilité. En partie, les Autrichiens étaient préoccupés par l'absence de leur faiblesse. Le ministre des Affaires étrangères a écrit « Si l'Autriche montre de la faiblesse, nos voisins du Sud et de l'Est seront encore plus confiants de notre impuissance et poursuivront leurs œuvres de destruction. » Cela dit, les Autrichiens ont offert aux Serbes l'ultimatum, qui aurait théoriquement offert une voie vers la paix. Cependant, il faut se rappeler que l'ultimatum a été conçu par l'Autriche pour être rejeté. L'ultimatum était, dans une large mesure, simplement une tentative de l'Autriche de ne pas paraître comme les agresseurs. Il est discutable de savoir à quel point les termes de l'ultimatum étaient raisonnables. La partie la plus controversée était la clause 5, qui stipulait que la police autrichienne devait être autorisée à pénétrer le sol serbe pour enquêter sur l'assassinat. Cela aurait certainement été difficile pour toute nation d'accepter. D'autre part, étant donné que l'enquête en Serbie avait été une véritable blague, il est assez compréhensible que les Autrichiens exigent cela. Dans l'ensemble, les Autrichiens étaient très désireux de faire la guerre avec la Serbie. Cela nous amène à la question de savoir dans quelle mesure l'Autriche est responsable de l'escalade de la guerre envers les autres puissances, et en particulier la Russie. Ce qui est intéressant, c'est à quel point les Autrichiens ont pris en compte la perspective d'une guerre européenne plus large. Cela a été discuté à l'occasion, mais ce n'est pas une grande partie du processus de décision. Peut-être parce qu'ils bénéficiaient du soutien de l'Allemagne et qu'ils avaient une grande confiance en l'armée allemande. Pour l'Autriche, l'Allemagne pourrait agir soit comme un moyen de dissuasion, soit leur faire gagner la guerre. On peut donc se demander, l'Autriche peut-elle être blâmée pour l'escalade de la guerre ? En réalité, le fait que l'Autriche ne considérait pas une grande guerre européenne implique au moins qu'elle n'en cherchait pas une. D'autre part, ils pouvaient être critiqués de ne pas avoir prévu ce qui allait se passer. Peut-être que s'ils avaient passé plus de temps à réfléchir à comment les choses pourraient dégénérer, la guerre aurait pu être évitée. Il convient également de mentionner ce que l'Autriche a fait 6 ans auparavant pendant son annexion de la Bosnie. Cela a provoqué une indignation de la part de toutes les grandes nations européennes et des États des Balkans. C'est l'annexion de la Bosnie qui a détérioré les relations entre l'Autriche et la Serbie. Cela a également considérablement détérioré les relations entre l'Autriche et la Russie. En fait, l'annexion était un tel enjeu que cela a failli déclencher une grande guerre à ce moment-là. La Serbie a même mobilisé son armée. À la fin, la Russie et la Serbie ont été forcées de reculer et il semblait que l'Autriche avait obtenu tout ce qu'elle voulait. Cependant, cela avait contribué à intensifier considérablement les tensions. Pendant que nous parlons de l'Autriche, je pense qu'il vaut la peine de mentionner la culpabilité de l'homme lui-même, Franz Ferdinand. Cela peut être résumé avec une simple question. Franz, chéri, le 20 juin 1914, que diable faisais-tu ? Il est impossible de surestimer à quel point les actions de Franz Ferdinand étaient irréfléchies ce jour-là. Tout d'abord, il y avait le fait qu'il était en Bosnie, qui avait été annexée de manière très controversée seulement 6 ans plus tôt. C'était clairement une gifle pour les Serbes. Ensuite, il y a le fait que la parade a eu lieu le 28 juin, qui était, et est toujours, la date à laquelle la Serbie célèbre l'anniversaire de la bataille du Kosovo.
C'est l'une des dates les plus importantes du calendrier serbe. C'était alors une deuxième claque au visage pour la Serbie, et à un moment où les relations étaient extrêmement tendues. Ensuite, il y a le fait qu'il est sorti dans une voiture décapotable avec l'itinéraire publié à l'avance. C'est comme s'ils essayaient de faciliter au maximum la tentative d'assassinat. Finalement, si tout cela ne suffisait pas, Franz Ferdinand n'a pas évacué après la première tentative d'assassinat. C'est vrai, le tir de Franz Ferdinand était en fait le deuxième tentative d'assassinat ce jour-là. La première tentative a été faite avec une bombe et a échoué à le tuer. Maintenant, si vous êtes un membre de la royauté en visite dans une ville controversée et que quelqu'un tente de vous assassiner, vous pourriez penser que la première chose sensée à faire serait de vous évacuer le plus rapidement possible. Ce n'est pas du tout ce qu'a fait notre garçon Franz. Sa réaction a été de remonter dans la même voiture décapotable et d'aller rendre visite aux personnes blessées par la bombe. La deuxième, et réussie, tentative d'assassinat a eu lieu lorsqu'il se rendait à l'hôpital. La folie pure de certaines de ses décisions est tout simplement époustouflante. Quand vous êtes une personne aussi importante dans un pays, vous avez l'obligation de ne pas agir directement et de mettre votre vie en danger. Car votre vie n'est pas seulement la vôtre. Franz Ferdinand a bien entendu payé un très lourd tribut pour son erreur. L'Europe a ensuite payé pour son erreur à hauteur de dizaines de millions de vies. Dans les moments qui ont suivi l'assassinat, la Russie a fait diverses choses pour envenimer la situation. Tout d'abord, il n'a presque montré aucune sympathie envers l'Autriche et a nié que la Serbie avait eu quelque chose à voir avec cela. Le ministre des Affaires étrangères russe a affirmé qu'il n'y avait aucune implication serbe dans l'assassinat. C'était à un moment où l'Autriche avait déjà produit des preuves du contraire. Les Russes ont également menti sur ce qui se passait en Serbie à la suite de cet assassinat. L'ambassadeur russe en Serbie a déclaré que l'Autriche mentait à propos des célébrations et l'euphorie serbe. Selon lui, toute la nation serbe a été émue de sympathie par les meurtres atroces à Sarajevo. C'était de la pure connerie. Il a également affirmé que les réseaux souterrains, tels que la Main Noire, impliqués dans l'assassinat n'existaient pas. Il y a une ironie déplaisante à cela, étant donné qu'il y avait des membres de l'État russe lui-même qui étaient impliqués dans la Main Noire. Essentiellement, les Russes accusaient les Autrichiens de fabriquer des preuves. Ils laissaient entendre que l'Autriche profitait des assassinats comme prétexte pour attaquer la Serbie car ils voulaient l'annexer. Essentiellement, selon la Russie, l'Autriche n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit en réponse à l'assassinat. Les Russes n'ont même pas accepté les demandes autrichiennes pour une enquête en Serbie. L'ambassadeur autrichien a simplement mentionné la possibilité que l'Autriche demande à la Serbie d'aider dans une enquête. Le ministre des Affaires étrangères russe a répondu en le mettant en garde que cela donnerait une très mauvaise impression en Russie. Selon lui, l'Autriche devait abandonner l'idée de peur de s'engager sur une voie dangereuse. Quelque chose d'autre qui a attisé fortement les flammes était un article de journal publié le 13 juin. Son titre disait « Nous sommes prêts ». La France doit aussi être prête. Il a été largement réimprimé dans la presse française et allemande. Le plus grave était que le premier ministre russe de la guerre avait été impliqué dans la publication de l'article. L'article dressait le portrait d'une puissante machine de guerre russe prête à s'abattre sur l'Allemagne. L'armée russe serait bientôt 2,3 millions d'hommes, plus que l'Allemagne et l'Autriche réunies. De plus, grâce au réseau ferroviaire, les temps de mobilisation ont chuté. Bien sûr, les Allemands étaient extrêmement alarmés. En réponse à l'article, le Kaiser a écrit « Ah !» Enfin, les Russes ont mis leurs cartes sur la table. Toute personne en Allemagne qui ne croit pas que la Russie et la France travaillent vers une guerre imminente avec nous doit être placée dans l'asile de Doldorf. Le chancelier a écrit qu'auparavant, seuls les extrémistes croyaient que la Russie voulait la guerre. Maintenant, a-t-il dit, même des politiciens plus calmes commençaient à y croire. Il est clair que la Russie ne voulait pas réellement la guerre, vu ce qui a été dit lorsque l'Autriche a envoyé son ultimatum à la Serbie. Le gouvernement russe a accusé l'Autriche de vouloir la guerre et a déclaré qu'elle était en train de mettre le feu à l'Europe. La réponse russe à l'ultimatum autrichien était un mélange d'escalade et de désescalade. D'une part, il a été demandé que l'Autriche prolonge le délai de l'ultimatum. Il a également demandé à la Serbie de retirer ses forces armées de la frontière et d'éviter toute provocation inutile. Cependant, en même temps, il a commencé à constituer des stocks d'armes et à se préparer à la mobilisation. Les Russes étaient déterminés à adapter ce qu'ils appelaient une approche ferme. Le ministre des Affaires étrangères russe a déclaré que la Russie ne resterait pas inactive si la dignité et l'intégrité du peuple serbe, frère de sang, étaient menacées. Selon le ministre russe de l'Agriculture, la Russie doit adopter une attitude plus ferme et plus énergique face aux revendications déraisonnables des puissances centrales.
Cette attitude était en partie parce que les responsables russes pensaient que la Russie avait été conciliante lors des crises précédentes. Ils ont considéré les actions de la Russie pendant les guerres balkaniques et la crise bosniaque comme passives et qu'elles ne l'ont menée nulle part. À leur avis, la Russie devait maintenant prendre position. Si ce n'était pas le cas, la Russie perdrait toute crédibilité auprès de ses alliés. D'autres actions russes ont également rendu moins probable que les Serbes acceptent les demandes autrichiennes. Le tsar les a exhortés à se battre comme des lions. Le ministre des Affaires étrangères a demandé à la Serbie de ne pas accepter une offre britannique pour servir d'intermédiaire. Quelque chose qui a considérablement affecté la réponse de la Serbie à l'ultimatum a été la décision de la Russie à se mobiliser. La Serbie envisageait d'accepter l'ultimatum, mais maintenant qu'elle savait que la Russie la soutenait, elle ne le ferait pas. La décision de la Russie de mobiliser son armée a été de loin la plus grande contribution qu'elle a apportée à l'escalade. Sa signification ne peut être surestimée. Pour nous maintenant, il est facile de penser que la simple préparation de son armée est une chose raisonnable. Avoir l'armée prête ne signifie pas nécessairement qu'un pays va attaquer. Cependant, compte tenu de la pensée militaire de l'époque, la mobilisation était extrêmement provocatrice. À l'époque, on croyait généralement que la nation capable d'amener son armée sur le champ de bataille en premier l'emporterait. Dans la guerre franco-prussienne, par exemple, la Prusse a vaincu la France en grande partie en amenant son armée sur le champ de bataille en premier. Cela signifiait que lorsque la Russie se mobilisait, il était très difficile pour l'Allemagne de ne pas se mobiliser, de peur que la Russie ne frappe en premier et ne remporte une victoire décisive. C'était essentiellement une situation où la théorie des jeux a conduit à des incitations qui rendaient plus difficile d'éviter la guerre. La Russie a été la première nation à entrer en mobilisation générale. Même l'Autriche-Hongrie n'était alors que partiellement mobilisée contre la Serbie. Le gouvernement allemand n'avait même pas déclaré un état de guerre imminent, un niveau en dessous de la mobilisation. On peut voir à quel point la mobilisation a été provocatrice par rapport à ce qu'ont fait les Russes après le déclenchement de la guerre. Dans les archives produites par le gouvernement russe après le déclenchement de la guerre, ils ont modifié la date de la mobilisation générale autrichienne. Ils ont changé la date pour indiquer que l'Autriche avait mobilisé 3 jours plus tôt afin de faire paraître la mobilisation russe comme une réaction. Un télégramme de l'ambassadeur russe à Vienne a également été modifié. Initialement, il a été indiqué que l'ordre de mobilisation générale n'était prévu que pour le lendemain, le 30 juillet, et cela a été modifié pour dire que l'ordre de mobilisation générale avait déjà été signé. En vérité, l'Autriche a déclaré la mobilisation générale le 1er août, soit 2 jours après la Russie. Les Russes savaient que leur décision de mobiliser était une grande étape sur le chemin de la guerre et augmentait leur culpabilité globale. Une autre démonstration de l'ampleur de la mobilisation est la réponse de la Grande-Bretagne. Dans la nuit du 31 juillet, l'ambassade allemande a informé les Britanniques qu'en réponse à la mobilisation russe, l'Allemagne avait déclaré l'état de danger imminent de guerre. Si la Russie ne revenait pas immédiatement sur sa mobilisation, l'Allemagne mobiliserait ses propres forces, ce qui signifierait à son tour la guerre. Le Premier ministre britannique s'est précipité au palais de Buckingham pour réveiller le roi. Le roi devait envoyer un télégramme au tsar russe pour essayer de le convaincre d'arrêter la mobilisation. Il suffit de réfléchir à ce que cela signifie. Les Allemands, qui allaient finir par être les ennemis de la Grande-Bretagne pendant la guerre, ont contacté les Britanniques pour dire que les Russes se mobilisaient et que c'était une menace. Pour que les Britanniques exhortent les Russes à arrêter la mobilisation, c'était essentiellement reconnaître que les Allemands avaient raison et que la mobilisation était en fait une énorme escalade. Les Russes n'ont pas arrêté, même lorsque les Allemands ont demandé qu'ils le fassent. L'Allemagne a déclaré que si la Russie continuait à se mobiliser, il serait également contraint de le faire. Étant donné que l'Allemagne ne se mobilisait pas et demandait à la Russie de ne pas se mobiliser, cela me semble être une demande raisonnable. C'est la détermination de la Russie à se mobiliser qui a finalement provoqué la guerre entre l'Allemagne et la Russie. L'Allemagne a envoyé à la Russie un ultimatum exigeant qu'elle cesse de se mobiliser, et quand la Russie a refusé, l'Allemagne a déclaré la guerre. Cela nous amène ensuite aux Allemands. C'est beau, très beaux Allemands. Dès l'assassinat de Franz Ferdinand, la réaction des dirigeants allemands penchait presque entièrement en faveur de la guerre entre l'Autriche et la Serbie. Il est facile de voir cela comme étant pro-escalatoire en raison d'un désir de guerre. Cependant, cela peut être aussi vu comme une tentative de localiser le conflit et de le contenir. Si l'Autriche attaquait la Serbie immédiatement après l'assassinat, il serait clair que leur action était une réponse directe et n'avait pas d'autre motif. Personne n'aurait le temps de s'inquiéter et de revenir de plus en plus anxieux à propos de ce que tout le monde faisait. De plus, immédiatement après l'assassinat, il y avait le plus de sympathie pour l'Autriche. Il serait donc plus difficile pour toute autre nation de venir en aide à la Serbie. L'Autriche a envoyé son ultimatum à la Serbie 4 semaines après l'assassinat.
Cela a permis à toutes les différentes nations d'Europe de s'inquiéter. Le plus important, c'est que cela a permis à la Russie de s'énerver que l'Allemagne menait tout, parce qu'ils voulaient la guerre. Les Allemands étaient convaincus que si l'Autriche agissait rapidement, tout l'épisode pourrait rester entre l'Autriche et la Serbie. Et ils avaient peut-être raison. Beaucoup de citations des Allemands montrent qu'ils voulaient que le conflit soit contenu et supposaient qu'il le serait. Ils pensent qu'il était peu probable que la Russie intervienne. Cela dit, ils ont reconnu qu'il existait le potentiel d'une guerre plus large. Le 12 juillet, le secrétaire d'État allemand a écrit « Nous devons veiller à la localisation du conflit entre l'Autriche et la Serbie. Que ce soit possible dépendra de la Russie. Je n'ai aucun désir de guerre préventive, mais si le combat se présente, nous ne devons pas reculer. » Le chancelier a écrit le 21 juillet « Nous désirons urgemment une localisation du conflit. Une intervention par tout autre pouvoir va, étant donné le développement des engagements divergents de l'Alliance, conduire à des conséquences incalculables. » Kaiser Guillaume II était en faveur d'une action immédiate de l'Autriche contre la Serbie. Quand il a lu que son ambassadeur en Autriche exhortait au calme, il a écrit « Qui lui a donné l'autorisation de faire ? C'est complètement stupide, et ce n'est pas son affaire. » Puisqu'il appartient entièrement à l'Autriche de décider ce qu'elle compte faire, il est grand temps de balayer proprement les Serbes. Lors d'une autre occasion, Wilhelm a remarqué qu'il s'attendait à une action sérieuse de la part de l'Autriche contre la Serbie, mais que cela pourrait bien entraîner une complication sérieuse en Europe. Dans l'ensemble, toutefois, Wilhelm a supposé que la Russie n'interviendrait pas. C'est pour deux raisons principales. Tout d'abord, il croyait que le tsar Nicolas serait très choqué par l'assassinat d'un membre de la royauté et donc peu susceptible de soutenir la Serbie. S'adressant à un membre de la marine, il a déclaré qu'il ne croyait pas qu'il y aurait d'autres complications militaires puisque le tsar russe ne se placerait pas du côté des régicides. La deuxième raison pour laquelle Wilhelm pensait que la Russie n'interviendrait pas est qu'il pensait qu'elle n'était pas prête pour la guerre et donc l'éviterait. Par exemple, Wilhelm dit à un ambassadeur « Pour le moment, la Russie ne donne aucune raison de s'inquiéter. Pour les 6 prochaines années, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. » Les déclarations de Wilhelm étaient parfois moins belliqueuses. Lorsqu'il a vu la réponse serbe à l'ultimatum autrichien, il a déclaré célèbrement que la Russie avait offert une capitulation de la manière la plus humiliante et que toute raison de guerre a maintenant été éliminée. Wilhelm voulait même que les Autrichiens soient informés que le motif de la guerre avait disparu et qu'il était lui-même prêt à servir de médiateur pour la paix avec la Serbie. Malheureusement, son message n'a jamais été remis aux Autrichiens. D'autres membres du gouvernement n'ont pas transmis le message. De façon farfelue, une fois que les Russes se sont lancés dans la mobilisation, le chancelier allemand a paniqué et a ensuite transmis le message aux Autrichiens pour essayer de les retenir. Il était bien sûr trop tard à ce stade. Dans l'ensemble, le message de l'Allemagne à l'Autriche était qu'elle le soutiendrait quoi qu'il choisisse de faire, quelque chose qui est devenu connu sous le nom de « chèque en blanc ». Étant donné que l'Autriche et l'Allemagne étaient tous deux favorables à une réponse militaire envers la Serbie, on ne peut s'empêcher de se demander ce qu'ils espéraient exactement accomplir. La guerre avec la Serbie n'allait pas ramener l'héritier autrichien d'entre les morts. Essayer d'occuper la Serbie à long terme était presque certainement un désastre. Je pense qu'ils ont probablement espéré qu'ils pourraient commencer à créer des concessions et rétablir leur prestige. S'ils avaient l'air forts, cela dissuaderait les attaques futures potentielles. À un moment donné, un ambassadeur autrichien en Allemagne s'est fait demander ce que l'Autriche prévoyait de faire après avoir vaincu la Serbie. Et ne voulant pas révéler le fait que l'Autriche n'avait pas de plan, il a juste inventé quelque chose. Il a dit que la Serbie serait partagée. Ce n'était pas le plan officiel de l'Autriche, et l'ambassadeur n'avait pas autorité pour dire cela. Avec l'Autriche, la question est de savoir dans quelle mesure l'Allemagne est à blâmer pour avoir entraîné la Russie dans le conflit. La guerre entre l'Autriche et la Serbie était une chose, mais c'est l'escalade qui importait vraiment. Une chose très apaisante que les Allemands ont fait était de ne rien faire militairement jusqu'à très tard dans la crise. Le 5 juillet, on a demandé à Wilhelm s'il voulait que l'armée se prépare à un conflit européen. Et il l'a refusé. Même une fois que les Russes avaient été mobilisés, les Allemands débattaient de savoir s'ils devaient déclarer un état de danger imminent de guerre. Et c'était la dernière étape avant la mobilisation. Puisque la mobilisation était une affaire très importante, le fait que l'Allemagne ne l'ait entrepris que très tard dans la journée était très désescalatoire. Peut-être que si la Russie avait eu la même réticence à mobiliser son armée, toute guerre aurait pu être évitée. Une chose qui aggrave considérablement la culpabilité allemande est l'invasion de la France à travers la Belgique. Après tout, les pays peuvent mobiliser leur armée, ils peuvent même déclarer la guerre, mais ce qui importe vraiment, c'est quand les soldats commencent effectivement à s'entretuer. Ils sont techniquement en guerre depuis des décennies, mais sans affrontement militaire réel.
L'invasion allemande de la France a converti de manière catégorique toutes les mobilisations et les déclarations de guerre en vraies balles tirées et de vrais hommes tués. Après ça, il n'y avait plus de recul, aucun moyen que le conflit puisse être mis en sommeil. L'invasion allemande de la France a été la première grande offensive militaire pour une grande puissance. L'Allemagne a fait cela parce qu'elle craignait une guerre sur deux fronts, contre la France et la Russie. Cependant, cela signifiait en effet que l'Allemagne a fini par attaquer un pays qui ne montrait pas vraiment de signe de vouloir l'attaquer. La France serait-elle restée neutre si l'Allemagne avait concentré son attention uniquement sur la Russie ? Il n'y a aucun moyen de le savoir, mais je pense que c'est une possibilité. En passant par la Belgique, l'Allemagne a entraîné le Royaume-Uni dans la guerre, et si l'Allemagne n'avait pas envahi la Belgique, il y aurait de bonnes chances que la Grande-Bretagne soit restée en dehors de la guerre. Il est impossible de parler de la culpabilité de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale sans mentionner le travail de Fritz Fischer. C'était un historien qui soutenait que l'Allemagne était principalement responsable de la Première Guerre mondiale. Son travail a eu un énorme impact sur le domaine et a causé beaucoup de controverses. Selon un autre historien, Fischer a instantanément rendu obsolètes tous les livres publiés précédemment sur le sujet de la responsabilité et des objectifs de cette guerre. Fischer a soutenu que l'Allemagne avait délibérément provoqué la Première Guerre mondiale dans le but de devenir une puissance mondiale. Il a pointé du doigt ce qui est connu sous le nom de Programme de septembre, un plan allemand visant à annexer de vastes parties de l'Europe et de l'Afrique s'il gagnait. Le travail a causé beaucoup de controverses en Allemagne, où le public croyait que l'Allemagne n'était pas tellement coupable de la Première Guerre mondiale. Depuis lors, le travail de Fischer a été critiqué, car les historiens ont souligné que le plan du Programme de septembre n'était pas le seul. D'autres ont élaboré des plans pour ce qu'elle ferait si elle remportait la guerre, et comme vous pouvez l'imaginer, ces plans incluaient également quelques belles prises de guerre. Dans l'ensemble, la France a joué un rôle relativement passif tout au long de la crise de juillet, supposant que l'assassinat entraînerait un maximum de conflits locaux. En fait, lorsque l'assassinat s'est produit, ce n'était même pas à la une en France. Les Français ont été absorbés par un scandale assez fou où le Premier ministre français avait assassiné un rédacteur en chef de journal. Elle a fait ça parce que le journal avait publié des lettres d'amour qu'elle avait envoyées. Essentiellement, pendant que tout le pays de l'Est était en train de s'effondrer à cause de l'assassinat, les Français étaient occupés à être simplement français, à vivre leur vie comme d'habitude. Le fait que la France ait joué un rôle si passif dans la crise de juillet ne signifie pas qu'il n'y ait pas de véritable exemple de sa contribution à l'escalade. Pour mieux comprendre la Russie, la France était alliée avec la Russie depuis des décennies et avait le plus d'influence sur elle, même lorsque la Russie avançait et que la Serbie n'était pas impliquée dans l'assassinat, ou lorsque l'on niait que l'Autriche avait le droit de réagir, la France est restée pleinement engagée dans l'alliance. La France, comme tout le monde à l'époque, soupçonnait que la Serbie était effectivement impliquée dans l'assassinat. Le 1er juillet, Léon Descos, l'ambassadeur français en Serbie, a déclaré que l'armée serbe était impliquée dans l'assassinat de l'Autriche. Cela a été ignoré. Le président français, tout comme les Russes, pensait frontalement que l'Autriche n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit en réponse à l'assassinat. Ceci dit, le Premier ministre français a effectivement demandé aux Russes de ne rien faire qui pourrait provoquer l'Allemagne. Il est clair que cela a échoué, car la Russie a été le premier pays à se mobiliser. L'Allemagne a exigé que la France fasse tout ce qu'elle pouvait pour arrêter la mobilisation russe. La France aurait pu, si elle avait menacé de se retirer de l'alliance avec la Russie. Essentiellement, l'Allemagne exigeait que la France déclare sa neutralité dans la future guerre, sinon elle serait en guerre avec l'Allemagne. Peut-être, étant donné que la mobilisation russe était une si énorme escalade, ça aurait été une demande raisonnable. De toute façon, la France ne l'a pas fait. L'Allemagne a alors senti qu'elle n'aurait pas d'autre choix que d'attaquer la France. Bien que la France ait refusé de déclarer sa neutralité, il est possible qu'elle soit restée neutre si l'Allemagne ne l'avait pas attaquée. La France aurait-elle pu attaquer l'Allemagne si elle n'avait pas attaqué la France ? Bien sûr, nous ne pourrons jamais en être sûrs, mais curieusement, les troupes françaises ont en fait été rappelées en signe de paix. La Grande-Bretagne, tout comme la France, a été à peine impliquée dans la majorité de la crise de juillet. Pratiquement tout le long, il assumait qu'il ne combattrait pas dans une guerre à venir. Même au début du mois d'août, juste avant le début de la guerre, la France agissait en partant du principe que la Grande-Bretagne ne se battrait pas.
Ce qui a finalement amené la Grande-Bretagne dans la guerre a été l'invasion allemande de la Belgique. Mais même alors, la Grande-Bretagne aurait pu rester en dehors des conflits. La Grande-Bretagne avait signé un traité en 1839 garantissant l'indépendance belge. Mais le cabinet était d'avis qu'il s'agissait d'une obligation collective de tous les signataires. Même Churchill, qui était bien sûr si belliqueux envers Hitler, était réticent à défendre la Belgique. Il a même commenté « Je ne vois pas pourquoi nous devrions intervenir si elles ne vont qu'un peu en Belgique ». La presse britannique était également largement opposée à la guerre. Le Manchester Guardian a déclaré que la Grande-Bretagne ne devrait pas s'impliquer et a affirmé de manière célèbre « Manchester se préoccupe de Belgrade aussi peu que Belgrade se préoccupe de Manchester ». Le Daily News était dégoûté par l'idée que des vies britanniques soient perdues pour, selon leurs termes, l'hégémonie russe sur le monde slave. Son éditeur, Edgy Garner, a écrit un livre intitulé « Comment nous ne devons pas combattre », dans lequel il a affirmé qu'il n'y avait pas de conflits fondamentaux entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Il a également soutenu que écraser l'Allemagne ne ferait que renforcer une dictature russe sur l'Europe et l'Asie. Étant donné que la Grande-Bretagne était si déterminée à rester en dehors du conflit, il n'y a vraiment aucun exemple de sa contribution à l'escalade. En fait, tout au long de la crise, la Grande-Bretagne essayait de faire en sorte que la situation soit soumise à une conférence dans l'espoir que les choses puissent être discutées. La Grande-Bretagne aurait potentiellement pu faire plus pour essayer de contenir la Russie. Les Britanniques savaient que la Serbie était impliquée dans l'assassinat et avaient quelques sympathies pour l'Autriche. Le secrétaire aux États d'affaires étrangères britanniques a reconnu à l'ambassadeur autrichien que la Serbie était complice et que certaines des exigences de l'ultimatum autrichien étaient justifiées. L'Allemagne a en réalité essayé de signifier à la Grande-Bretagne que si elle restait neutre et parvenait à maintenir la France neutre, elle ne déclarerait pas la guerre et les combattants resteraient à l'Est. Une autre critique potentielle à l'encontre de la Grande-Bretagne est que son ambiguïté a pu accroître les chances de guerre. Personne ne savait si la Grande-Bretagne allait s'impliquer ou non. Cela a permis à la France et à la Russie de penser que la Grande-Bretagne s'impliquerait, et à l'Allemagne de penser que la Grande-Bretagne ne le ferait pas. Si dès le départ la Grande-Bretagne avait déclaré qu'elle interviendrait, cela aurait peut-être rendu les Allemands plus conciliants. Donc, si ce sont les actions majeures de chaque nation, comment pouvons-nous essayer de les comparer ? Comment pouvons-nous essayer de juger la culpabilité de chaque nation ? Une chose qui rend si difficile d'évaluer combien de culpabilité chaque pays mérite, c'est que presque toutes les actions sont en réponse à d'autres actions. Cela signifie que vous êtes constamment confronté à la question de savoir si une réponse particulière était raisonnable. Par exemple, dans quelle mesure était-il raisonnable pour l'Autriche de déclarer la guerre à la Serbie après l'assassinat ? À quel point est-ce compréhensible ou pardonnable ? Je pense que c'est extrêmement difficile de juger. Dans quelle mesure était-il raisonnable pour la Russie de soutenir pleinement la Serbie ? Et à quel point était-il raisonnable pour la France de continuer à soutenir la Russie même après sa mobilisation ? Dans quelle mesure était-il raisonnable pour l'Allemagne de soutenir totalement l'Autriche ? Je pense qu'il va sans dire que ces questions sont impossibles à répondre de manière objective. Il me semble que des personnes bien informées et honnêtes peuvent arriver à des conclusions très différentes. Je vais donner mon point de vue, bien que vous devriez être averti qu'il a très peu de valeur. Je dirais que la Serbie, l'Autriche, la Russie et l'Allemagne méritent tous un degré de blâme plus important que la Grande-Bretagne et la France. La Serbie pour l'assassinat de Franz Ferdinand et les provocations qui ont suivi. L'Autriche pour être si déterminée à aller en guerre avec la Serbie, la Russie pour s'être mobilisée si tôt et l'Allemagne pour avoir essayé avec emphase de penser à tout ce que la Grande-Bretagne et la France ont fait qui était aussi escalatoire que ces actions. De nombreux historiens préfèrent rejeter la question de qui était à blâmer pour la Première Guerre mondiale et il est facile de comprendre pourquoi. C'était vraiment un effort commun, une catastrophe commune. Il est difficile de savoir comment conclure une vidéo sur un sujet si triste mais aussi stimulant pour la réflexion. Alors que je faisais des recherches sur cette vidéo, j'ai découvert de nombreuses citations qui, avec le recul, sonnent très différemment des hommes. Soit voulant la guerre, soit adoptant une attitude cavalière envers elle. Autrichiens déterminés à humilier la Serbie et regagner leur fierté, les Serbes réjouis à l'idée de faire tomber l'Empire autrichien, les Allemands désireux de combattre la Russie parce qu'ils pensaient que cela pourrait être leur dernière chance. En lisant ces citations avec du recul, j'ai toujours ressenti le même sentiment envers ces hommes. Eh bien, tu as obtenu la guerre que tu voulais. Peut-être que le message de la Première Guerre mondiale sera entendu. Faites attention à ce que vous avez souhaité, car vous pourriez bien l'obtenir.